Ça dure 2 heures à peu près chaque jour. Ceux qui sont apprivoisés, qui vivent avec nous ici, ils me suivent pareil. Mais c'est vrai, surtout les corbeaux ont une préférence pour mon mari. Ça, c'est clair. Et la cigogne? Et la cigogne, bon, elle a des périodes plus gentilles qu'en ce moment, ça c'est vrai. La maison de Hermann Hensel, une arche de Noé. Des chiens, des oiseaux. Entre Hermann et sa petite famille, la tendresse. Brûler un cierge est un acte de foi important dans le culte chrétien. Mais, avant d'être consumé, l'histoire d'un cierge commence dans cet atelier où on a l'impression que le temps s'est figé, un jour de 1732. Tout commence ici. Les mèches, après avoir été enduites d'une colle spéciale qui permet d'arrêter la flamme, sont ensuite emmenées chez Noël. Arrivé il y a 21 ans, comme son arrière-grand-père, son grand-père et son père, il est aux commandes d'une drôle de machine issue du 19e siècle et qui répond au nom de manège. Son rôle, c'est de créer à partir d'une mèche un cierge par une technique qui n'a pas changé depuis 260 ans. Alors, le procédé, c'est un procédé par trempage. Au fur et à mesure qu'on plonge la mèche dans la cire, il reste une couche de cire dessus. Et ce que je suis en train de descendre dans la cuve, c'est un plateau. Alors sur chaque plateau, sur ceux-là qui sont assez gros, il y a 10 mèches par barre et il y a 6 bords. Donc il y aura 60 mèches sur le plateau. Et sur l'ensemble de la tournée, il y aura à peu près 480 mèches. En moyenne, il faut tremper la mèche une 50aine de fois pour obtenir un cierge de taille moyenne. Davantage si l'on désire qu'il soit plus gros. L'opération dure environ 1 heure. Noël, le geste lent et mesuré, sent qu'il a une âme de créateur. On part d'une mèche et on arrive à obtenir un cierge ou une bougie, donc on crée quelque chose de nos mains. Lorsqu'ils sont terminés, les cierges sont apportés chez Jean-Claude. Depuis 31 ans, il passe entre ses mains. Son travail, trouer, calibrer et inventer de nouvelles formes. Le secret de fabrication réside dans un savant mélange entre la mèche, la paraffine et le savoir-faire des ouvriers. Alors ici, c'est surtout les mains qui travaillent. Moi, c'est les mains qui percent le cierge, qui le façonnent, qui le sculptent, qui lui donnent une forme. C'est avec nos mains qu'on fait quelque chose, quoi. Et on est fiers de travailler avec nos mains. Le métier, Noël et Jean-Claude l'ont appris avec les yeux et la pratique. Il n'existe aucun diplôme de cirier. Depuis la création, les connaissances ont été transmises à travers les siècles, oralement, tout simplement. C'est moi qui ai appris à travailler à Noël, et puis après, ce sera lui qui apprendra à travailler à quelqu'un d'autre. Ça se transmet. Moi, j'ai travaillé avec le grand-père, c'est lui qui m'a appris à travailler. François a repris l'entreprise familiale en 1979. Jeune, il est souvent venu donner un coup de main. Aujourd'hui, à la tête de cette fabrique artisanale, et comme ses ancêtres, il continue à livrer les églises qui représentent 80% de son chiffre d'affaires. Mais Noël est proche et l'activité de la bougie bat son plein. La plus grosse période pour les cierges, c'est Pâques, puis les communions. Donc moi, ma plus grosse période de travail de l'année, c'est Pâques, parce qu'on fait beaucoup plus de cierges que de bougies. Et ensuite, j'ai à niveau égal, si vous voulez, la période des communions et Noël. Mais à Noël, c'est vrai que bon, maintenant il y a des bougies de toutes sortes, donc on fait des cadeaux avec des bougies, ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on offre facilement une bougie. Donc à Noël, on travaille bien. Avec une production de 800 000 unités par an, la ciergerie de Poitiers paraît bien petite par rapport aux industriels qui sortent chaque année de leurs usines des millions de pièces. Noël, Jean-Claude et François restent tout de même persuadés
malgré cette concurrence, que leurs bougies et leurs cierges ont un petit supplément d'âme lorsqu'ils brillent dans une église ou sur une table au moment des fêtes. Sans ménage, j'avais rêvé ne pas me marier, mais à présent j'ai mis mon cœur en gage, et mon amour saurait se partager. Dieu, la fleur de ma jeunesse, Dieu, l'aimable liberté. Assoupie au bord de la Drôme, la commune de Saillant aurait presque oublié qu'elle doit sa richesse passée à la soie. Au siècle dernier, c'est près de 500 personnes qui venaient de toute la région pour travailler à la filature. Beaucoup de familles de Saillant pratiquaient même chez elles ce qu'on appelait l'éducation du verre à soie. Au début, c'était la cuisine. Puis après, on a commencé à mettre un peu à la salle à manger, parce qu'il fallait qu'il soit surchauffé au début. Et puis, quand à la dernière mue, alors, on faisait enlever tout le monde des chambres. Il ne restait qu'une chambre pour les femmes et les bébés. Et les hommes allaient coucher aux écuries, les plus grands couchaient avec les grands-mères, machin. Et on a remplissé les chambres. Bien avant que la vigne ne refasse vivre le pays, on surélevait même les maisons pour lui faire de la place. Dès le printemps, le verre à soie rythmait ainsi la vie de famille, car il amenait la richesse. C'est surtout ma grand-mère qui m'en a parlé et qui m'a raconté qu'elle avait fait son trousseau avec l'argent des verres à soie, parce que c'était le premier argent qui se faisait de l'année. C'est peut-être pas grâce à ça qu'elle a pu se marier, mais elle a fait un beau trousseau avec ça. Voilà. Ouais. Le verre à soie se nourrit exclusivement de feuilles de mûrier. Au siècle dernier, la Drôme en comptait près de 5 millions et après l'école, il était coutume d'envoyer les enfants à la feuille. Dans leur magnanerie, Francis Coupillot et Michel Clouet présentent à des fins pédagogiques le cycle complet du Bombix Mori, couramment appelé verre à soie. À raison de 4 repas par jour, pendant 4 semaines, près de 15 000 vers vont ainsi engloutir plus de 700 kg de feuilles. D'une voracité effrayante, le ver va multiplier par 10 000 le poids de son corps. La dernière semaine, il consomme autant que pendant les 3 premières. C'est une culture facile. Il y a quelques précautions d'hygiène uniquement à respecter, mais c'est vrai que c'est une culture relativement facile, que l'on faisait autrefois et que tout le monde pratiquait autrefois, à la portée de tous. Au bout de 4 semaines, le ver va s'arrêter de manger et chercher à grimper. Le moment de tisser le cocon est venu. Il va s'encabaner. Autrefois, cela se passait dans des rameaux de bruyère. En tournant sur lui-même, il va baver un fil continu de près d'1,5 km. Ce cocon dans lequel il s'est enfermé, il suffira ensuite de le dérouler comme une pelote. Bien, pour dévider un cocon, il faut ramollir cette colle et pour le ramollir, on fait bouillir le cocon dans l'eau pendant environ quelques minutes. Et après l'avoir fait bouillir, il suffit d'accrocher les premiers fils superficiellement avec une brosse un peu dure comme ça et on tire sur tous les fils jusqu'à ce que l'on trouve un seul fil de soie. Mais pour le dévider avec une machine, eh bien, c'est très simple, on réunit tous les fils de tous les cocons par un petit trou pour en former un seul, plus gros et plus solide. Et ensuite, il suffit de lancer la machine et on voit les cocons se dérouler. Malheureusement, l'âge d'or du verre à soie est frappé vers 1850 par une épidémie. La pébrine touche la chenille et malgré les travaux de Pasteur, le lent déclin de la sériciculture en France est amorcé. Les soyeux lyonnais vont chercher leur fil de soie en Chine, le canal de Suez va les encourager. La culture du verre à soie s'arrêtera définitivement lorsque les subventions de l'État s'arrêteront en 1968. De cette époque, il reste bien sûr des bâtiments comme ceux de Saint-Joseph à Montboucher, une étonnante usine couvent où près de 500 ouvrières, la plupart des jeunes filles, étaient hébergées et encadrées par des religieuses et un aumônier. Prières matinales et office du soir se pratiquaient dans la chapelle de l'usine. Si l'on estime les personnes qui travaillaient en direct sur la soie, c'est-à-dire sériciculture, filature, moulinage et tissage, à peu près d'après les documents que j'ai, on devrait avoisiner les 500 000 personnes. Héritier d'une famille de mouliniers, Pierre Lançon a reconstitué toute la chaîne du fil de soie au XIXe siècle. Des machines à purger le cocon au dévidoir mécanique jusqu'au métier à tisser, il a récupéré et restauré de vieux tours en bois utilisés en filature et en moulinage, comme ceux de Vaucanson et de Jacquard.
Ces inventions ont été ensuite après faites par les utilisateurs eux-mêmes qui apportent leurs petites notes personnelles en ajoutant tout un tas de petits détails qui font que ces machines se sont perfectionnées au fur et à mesure des années. C'est tout plein d'astuces, il faut être un bon bricoleur en quelque sorte. De bons bricoleurs pour confectionner le plus noble des tissus. Isolante, absorbante, anti-allergique et surtout confortable, la soie produite par de modestes chenilles n'a toujours pas trouvé de concurrent dans notre monde moderne. On comprend mieux alors pourquoi les Chinois ont gardé si longtemps le secret de leur impératrice qui avait découvert le fil de soie il y a plus de 4000 ans. Pardon spese te onbet, et pardon spese te onbet, Il est en pays de Bretagne, une île ancrée à quelques milles du continent, Bréa et ses roches sépia. Pierrot et Guy naviguent sur cette mer changeante depuis leur enfance, fous de kayak et de Bréa. On est à quelques encablures de la civilisation et puis on est dans des endroits sauvages. On a l'impression qu'on est dans des endroits qui n'ont jamais été foulés par les gens, par la civilisation. Je crois que c'est ce qui fait tout ce charme quoi, ici. Et puis ces couleurs aussi sont particulières. Moi j'aime bien les couleurs ici. C'est beau là. Il y a le vert des îles qui ressort, il y a le bruit de la mer là ici, le bruit des oiseaux quand on est près des îles. C'est tout ça qui fait mon amour pour Bréa, pour l'archipel ici. Bréa la sauvage s'entoure d'un semis de récifs. À marée basse, 800 îlots roses émergent de la mer. Des refuges pour les goélands, les cormorans au plumage noir et les huîtriers pie. Avec seulement 10 cm de tirant d'eau, sur leur kayak, Pierrot et Guy se faufilent dans toutes les passes, tous deux complices de cette île aux côtes tourmentées, assis au ras de l'eau, jouant avec les courants, les vagues et le vent. Le kayak, la vie est belle. J'adore partir en pêche, comme les Esquimaux, et en kayak. Et vis-à-vis de mon âge, c'est le meilleur médicament que j'ai trouvé. Quel âge vous avez, Pierrot? Pumplatrigen, 65 ans en français. 65 ans, une force et un caractère bien breton. Enfant, Pierrot savait pêcher avant de lire et d'écrire. Rien n'a pu entamer sa passion pour le poisson. Maquereau ou bar, il sait du bout des doigts reconnaître la signature de la prise. Hé, un bar, pof, tu vois le sang d'œuf qui se radie là. Et tu crois que t'as accroché un caillou. Et le caillou ne suit pas quand même. Tu sais bien, il y a quelque chose là. Et puis, pof, les bars en particulier, les bars, ils cherchent le fond. Wow. Et je vais le perdre. Bon ben, hop, tu vires la jupette et dans le trou, c'est bon. Les histoires de pêcheurs se font rares sur Bréa. L'île perd lentement ses habitants. Aujourd'hui, Bréa vit surtout l'été, les volets s'ouvrent au beau jour et la population passe de 300 à 6000 Bréatins. Et c'est un château de conte de fées, ça. Longue d'à peine 1,5 km, Bréa concentre en son sein des collines, des ruelles odorantes et des jardins chargés de fleurs. C'est beau parce que tout le relief là, hein. On monte ici, là, la mer elle est juste en bas et puis on remonte et puis après hop on descend, il y a une grande diversité, il y a des petites plages, des petits endroits là. Et t'as été voir le moulin qu'ils font? Si, oui, qui retape à l'ancien. Un moulin à marée. Un moulin à marée. C'est dans la partie ouest. Ouais, ils vont peut-être se remettre à faire du grain qui sera du grain et de la farine qui sera de la farine. Marée haute, marée basse, ce vieux moulin de granit écoute depuis 4 siècles le souffle de la Manche. Partir, c'est mourir un peu, disait le poète Edmond d'Haraucourt. A-t-il été inspiré par Bréa, un soir de départ, les yeux rivés sur cette île où il aimait tant vivre? Le Béarn, des paysages bucoliques ponctués des vestiges du passé. Le Béarn, terre natale d'Henri IV et du maréchal Bernadotte. L'histoire est omniprésente, même le mobilier en est le témoin.
Le mobilier béarnais commence un petit peu sa vie, je dirais, au début du XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, le mobilier béarnais était caractérisé uniquement par une fabrication de coffres. Au XVIIe siècle, le mobilier ne s'est pas développé parce que le Béarn était pauvre. Toutes les personnes, tous les habitants du Béarn vivaient mal, mangeaient mal. Et en fait, il y a une croissance économique dès le début du XVIIIe siècle. Nous voici maintenant chez Madame Saraille. Elle s'occupe avec amour de ses meubles, béarnais bien sûr. Elle en connaît tous les secrets. En dehors de sa dimension, qui est évidemment très très grande, c'est une très belle pièce avec de très belles portes très joliment sculptées. Elle est de la région de Naï et on appelait ça les armoires d'évêques. Ensuite, elle a de particulier 2 portes latérales. Je vais vous montrer celle-ci, ici. Voilà, ici, une petite porte latérale, une autre de l'autre côté. Alors, qui étaient normalement chez nous les portes à fusil. Les armoires à fusil. Sur le côté, il y avait des patères en bois et les fusils étaient accrochés. Mais l'histoire raconte aussi que c'était pour les robes de mariée, les robes de mariage, avec un petit, ici, un caisson profond dans lequel on mettait les louis d'or, les bijoux, etc. Le mobilier béarnais est divers. Chaque ville eut son école et donc son style. Ceci est un meuble fort particulier, une commode surmontée d'une petite armoirette galbée, Louis XV, en merisier, joli bois, très jolies entrées aussi, très joli bronze, voilà. Cette enfilade de l'école de Salis est particulièrement intéressante. D'abord parce que c'est une enfilade, 3 portes. Il y en a eu fort peu. Il faisait beaucoup d'armoires et beaucoup de bahuts de portes, mais très peu d'enfilades. C'est un meuble d'appui. Vous voyez, on peut tout à fait poser le coude dessus et s'appuyer, se reposer. La traverse du bar, comme vous constatez, est sculptée et ajourée. L'ébéniste, le compagnon qui avait fait ce meuble-là, n'ajourait sa sculpture que lorsque le meuble était définitivement payé par la famille. Les compagnons d'antan ont fait des petits chefs-d'œuvre. Restaurer des meubles d'époque est aussi tout un art. Tel est le travail de Vincent et Stéphane Palmella. Le père est à la retraite, mais la passion est là et il ne quitte guère l'atelier. C'est lui qui a appris à son fils le b.a.-ba du métier. La règle, respecter la tradition et les méthodes des anciens. Et vous l'avez compris, chez les Palmella, on est ébéniste de père en fils. D'être la 4e, je crois, génération qui, oui, c'est ça, arrière-grand-père, grand-père, père, et maintenant moi, qui prend le relais, oui, non, ça... J'y pense pas tous les jours quand je viens ici, mais c'est sûr que ça fait quelque chose de se dire que ça fait la 4e et que peut-être derrière moi il y aura une 5e. Ça aussi, ça peut compter aussi. J'ai toujours aimé tripoter le bois. Et il me plaît beaucoup qu'un meuble reparte dans une deuxième vie, quand il a été abandonné, négligé. Pour moi, c'est une satisfaction de savoir qu'il va réchauffer l'atmosphère d'une maison. Salis, surnommée la Venise béarnaise. C'est là qu'au XVIIIe siècle, une famille de charpentiers invente un style, le style salisien, d'inspiration provençale. Faute de descendants, la production s'interrompt dès 1840. Mais depuis des années, grâce à Patrice Poc, ébéniste et sculpteur sur bois, les meubles salisiens renaissent. Les jours de marché, il explique comment il a retrouvé dans des archives l'art d'autrefois. Un art qu'il pratique avec maestria. Au milieu de la campagne béarnaise, l'atelier de Patrice Poc. Là, au fil des heures, il recrée les meubles du passé. Quand une fille naissait dans une famille, on abattait les arbres pour les meubles. Les arbres, on les faisait sécher jusqu'aux fiançailles ou au mariage à peu près. Et à ce moment-là, les artisans venaient à domicile et travaillaient chez les gens pour faire les meubles. Et c'était des meubles qui étaient faits uniquement pour le mariage. Patrice Poc, un artisan, un sculpteur, un artiste. Depuis l'âge de 14 ans, il travaille le bois. Il a su avec témérité et patience ressusciter le mobilier et les traditions de son village, Salis de Béarn. Ah, on est bien. On est bien. La nature, bon, on sait pas le dire, mais on se sent bien. On se sent bien. Je préfère mon bateau que mon tracteur.
Guy Robert fait partie de cette grande famille de maraîchers de Saint-Omer. Une famille qui a conquis depuis 13 siècles à force de travail ses 3500 hectares de marécage. Et depuis cette invention des moines de Saint-Bertin, la tradition continue à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame, endive l'hiver, chou-fleur l'été. Ça a toujours été un très bon chou-fleur à Saint-Omer. Avant, il y avait un label de chou-fleur à Saint-Omer. Il a été connu dans toute la France. Il pousse dans une terre qui est tout à fait fertile pour le chou-fleur. Je crois que c'est à peu près la seule récolte qu'on peut avoir. Hein. Il ne faut pas tellement mettre de céréales en plein marais. Hein. Déjà, pour l'accès, on ne voit pas avec des moissonneuses-batteuses dans le marais. Hein. Pour transporter leur production, les maraîchers ont obtenu une route et des chemins de remembrement dans les années 70-80. Guy, lui, a préféré conserver l'usage de son bac-auve, cette barque à fond plat, typique du Marais, fabriquée en chêne de la région et capable de transporter près de 4 tonnes de marchandises. Jusque maintenant, il y avait le reconstructeur, mais je crois qu'il prend sa retraite cette année. S'il n'y a plus personne, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Se diriger sur les bateaux de fer. Hein. Ah, c'est dommage de surtout perdre la tradition du Marais. C'est surtout ça qui est dommage. Et Guy Robert l'aime cette tradition, comme manier tout simplement son bac-auve à la perche dans ses chemins d'eau. Le moral pourtant est de moins en moins au beau fixe à cause d'une mévente du chou-fleur et surtout d'un prix trop bas. La semaine dernière, c'était entre 1,50 franc et 2 francs. Je crois que cette semaine, j'en suis pas certain, c'est autour entre 3 et 4 francs. Quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins. Le chou-fleur, c'est ça. C'est l'offre et la demande. Cette terre riche et humide, qui permet 2 récoltes dans l'année, ne compense pas l'instabilité des prix. Au fil des ans, le nombre des familles de maraîchers est passé de 350 à 120. Leur maison, malgré le manque d'eau potable, se transforme peu à peu en résidence secondaire. Les jeunes ne veulent plus reprendre le flambeau. On arrive à un certain âge, on est usé à faire ce métier-là. Usé complètement. On est dans le froid, on est dans l'humidité sans arrêt. Puis la rentabilité, hein, les jeunes ils voient qu'il n'y a plus de rentabilité, qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, comme c'est parti là, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Alors, des terrains en friche, il y a de plus en plus. Hein. Il y a certains secteurs, il n'y a plus personne. Hein. Milieu écologique fragile, le Marais se convertit peu à peu grâce à l'espace naturel régional en lieu de détente et de loisirs. Il ne faut pas oublier pour autant le travail des maraîchers qui a permis de l'entretenir jusqu'à maintenant. Le jour de cette livraison, le prix du chou-fleur était remonté à 5 francs. Guy Robert devra néanmoins faire face à une nouvelle tracasserie, puisqu'il est question maintenant de faire passer un permis bateau aux maraîchers. Ça me fait mal au cœur que maintenant, si le dimanche, je n'ai plus le droit de prendre mon bateau et puis faire une balade dans le Marais, quoi. Hein, sans être contrôlé, sans rien, alors qu'on a vécu dans le Marais. De quoi l'avoir plutôt mauvaise après tant d'années de navigation. Je crois bien avoir lu toute la poésie de Victor Hugo avant l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avant le moment de partir au lycée dans la grande ville. Ces années-là ont été effectivement tout à fait déterminantes dans mon désir d'écrire. Dans mon petit roman « Le sorcier des truffes », je raconte l'histoire de Branceil au début du siècle. À l'âge de 12 ans, j'ai eu la vocation d'être agriculteur, mais pas du tout d'être romancier. Pourtant, comme une suite au plaisir de lire, l'envie d'écrire est venue. Claude Michelet, l'auteur de L'Appel des Engoulevents, mène alors une double vie. De 1965 à 1981, j'ai fait 2 métiers à temps plein, c'est-à-dire que la journée, je m'occupais de la ferme, de la propriété, des 30 ou 40 bêtes que nous avions à l'époque, et puis la nuit, j'écrivais. Et je suis arrivé au moment où les gens en avaient besoin, de se raccrocher à quelque chose de costaud. Et la terre, c'est costaud, le sol, c'est du solide. Donc, ça s'est fait comme ça. Moi, je leur ai raconté une histoire de famille. Et ils ont pris mes premiers bouquins, par exemple Les Griffes au Loup, comme l'histoire de leur propre famille. Dans son dernier livre, Claude Michelet raconte par chroniques interposées la grande famille des paysans du néolithique à l'époque contemporaine. Chaque fois, l'auteur prépare ses livres comme il a soigné ses bêtes, avec savoir-faire. J'aime bien penser très longtemps à ce que je vais écrire peut-être dans 2 ou 3 ans. Et ce faisant, ça me permet de me documenter, de lire beaucoup. Et de cerner petit à petit le sujet. Et puis un jour, adieu va, vogue la galère, je prends mon stylo, je prends mon papier et je me jette à l'eau et je me mets à écrire. À écrire avec succès, dans une veine bien installée de la littérature française.
Mon métier de romancier, c'est d'essayer de parler le plus simplement possible, de choses qui me plaisent. Sans être outrecuidant, je me fais référence à la littérature populaire de la fin du 19e, dans laquelle je me sens bien. C'est dans sa maison rustiquement meublée que Colette Lossac se sent bien. Branceil et son village, à la limite de la Corrèze et du Lot. Le sorcier des truffes, parlé de terroir à la pluie, raconte ce que fut la richesse passée du village. Au début du siècle, toutes les familles avaient des truffières. Et c'était l'occupation principale pendant l'hiver. Comme ses aïeux, Colette Lossac veille donc sur sa truffière. Mais son occupation préférée, c'est donner vie par ses récits au passé de son terroir. J'ai grandi dans ce village, je connais tout le monde. Et c'est vrai que j'ai envie, j'ai besoin de parler de ces ciels, j'ai besoin de parler de cette terre. C'est absolument une nécessité. C'est ça les racines, c'est l'endroit d'où nous venons, l'endroit d'où la famille vient. Et je crois que c'est ça que moi j'ai envie de raconter dans mes romans. C'est aussi l'occasion, à travers des personnages, de rappeler des valeurs attachées, selon l'écrivain, au monde rural. Les valeurs prônées par Basile, ce sont les valeurs que nous trouvons dans toutes les campagnes. C'est être travailleur, travailler, c'est une notion fondamentale. Travailler honnêtement aussi. Et je crois que ce sont des notions qui ne sont pas simplement d'un seul terroir. Est-ce que les gens qui sont du terroir, comme vos personnages, vous lisent ? Bien sûr, les gens d'ici, les gens qui ont connu la truffe, qui ont connu ce temps passé, ont envie de se raccrocher à ce passé-là et de revivre des heures qui ne sont plus. Quand la campagne et les villages ne ressemblent plus guère à ceux de l'enfance, les bois, les causses, les rivières trouvent définitivement refuge dans le livre. J'ai dû partir pensionnaire dans un lycée, pas très loin d'ici, mais pensionnaire quand même, dans une grande ville. Et donc pendant longtemps, j'ai été coupé de ces trésors d'enfance finalement, et pourtant qui étaient absolument nécessaires à mon existence. Ces bonheurs d'enfance, Christian Signol les retrouve pour lui-même bien sûr, mais aussi pour ceux qui n'ont pas connu ce vert paradis. J'espère du moins que ces livres ont aussi un écho dans la tête des enfants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu ça, qui ne connaissent que la ville, que la grande ville, qui ne savent pas que les arbres ont des noms différents, les érables, les bouleaux, les chênes, etc., qui ne connaissent pas la vie des ruisseaux ou des rivières. Et dans mon esprit, c'est surtout dans cette direction que je travaille. Donc je savais qu'il y avait énormément de gens, encore une fois, qui avaient perdu leur enfance ou la civilisation, qui était la vraie civilisation de la France